Bonjour à tous, merci d'être présents ce midi pour parler ensemble des impôts et de la déclaration de revenus. Bravo parce que c'est un effort qui est quand même pas commun de bloquer dans son agenda 1 heure pour parler de ce sujet terriblement sexy qui est les impôts et cette déclaration qu'on aime tous chaque année remplir. Donc ça a démarré le 10 avril. Vous avez accès donc sur vos espaces respectifs à votre déclaration que vous pouvez remplir avec des deadlines différentes selon où vous habitez, le 22 mai, le 28 mai ou le 5 juin. Pour ceux qui font une première déclaration, ce sera pour le 20 mai au format papier. Donc différents créneaux à respecter pour être dans les cadres fixés par l'administration fiscale. Et donc le but du jour, c'est de vous donner des clés pour réussir à faire une déclaration déjà de manière sereine et sans stress, et aussi faire les meilleurs choix fiscaux pour vous aider à payer uniquement l'impôt que vous devez payer et pas payer plus. On verra ensemble qu'il y a différents pièges qui sont à éviter pour ne pas alourdir l'addition qui peut être assez salée. C'est ce qu'on va voir ensemble. Mon défi du jour, c'est de vous rendre cette présentation sympathique, l'animer de manière ludique et interactive. N'hésitez pas à poser toutes vos questions durant ma présentation, j'y répondrai à la fin. Chaque déclaration est différente, il y a autant de déclarations que de foyers fiscaux, donc forcément il y a des cas qui sont très particuliers, très précis, que je vais pas aborder. Le but, c'est que je vois les cas les plus communs avec vous aujourd'hui. Et s'il y a besoin plus tard d'approfondir un sujet précis, n'hésitez pas à me contacter. Je vous partagerai mes contacts durant ce meet-up. Alors, la déclaration, en guise d'introduction, c'est un moment que personne n'apprécie. Ce moment de la déclaration, on va devoir donc se pencher sur un formulaire qui est très peu sexy, à la fois de par les termes techniques qui y figurent, de par son design aussi qui est pas vraiment intuitif et ses couleurs non plus. On n'y comprend pas grand-chose. Généralement, en plus, l'organisation de cette déclaration est plutôt complexe, avec pas mal de catégories, pas mal de cases, pas mal d'annexes. Et au final, pour s'y retrouver, c'est très compliqué. On est vite perdu. Et en plus, c'est un moment qui prend du temps. On est en plein dans le printemps, les beaux jours arrivent, les jours fériés aussi du début du mois de mai. Et donc, bloquer un créneau pour sa déclaration, on va pas se le cacher, c'est pas le plus simple à mettre en place dans son agenda. Et en plus, la déclaration, la peur qu'on peut aussi en avoir, c'est qu'on va la remplir et à la fin, on va avoir une sentence. Est-ce que le fisc va me rembourser de l'argent ? Est-ce que le résultat sera zéro, pas de remboursement des deux côtés? Ou est-ce que, à l'inverse, durant la fin d'année, je vais devoir payer au fisc un montant chaque mois jusqu'à fin décembre? Donc ça, c'est vraiment une source de stress qui fait que, de ce que j'observe moi depuis 3 ans et demi que je fais des déclarations pour mes clients, on la remplit très vite. Généralement, on veut s'en débarrasser, donc on fait ça au plus vite, au plus simple. Et donc, l'idée, c'est de faire vraiment de manière efficace. Dès qu'on a un petit créneau dispo, on fait la déclaration. Et l'idée, évidemment, c'est que même si ça nous coûte un peu d'argent, tant pis. Tant que c'est rempli, voilà, on s'en débarrasse. Mais c'est très dommage. Pourquoi ? Parce que des études ont été faites et ont montré que les Français perdent chaque année beaucoup d'argent sur leur déclaration de revenus. Premièrement, on a tout ce qui est niche fiscale, donc tout ce qui est avantage qui procure une baisse d'imposition. Chaque foyer fiscal perd en moyenne 699 € par an en oubliant ou en méconnaissant des niches fiscales. Donc c'est Climb qui a analysé ce chiffre. En l'occurrence, beaucoup de foyers fiscaux ne savent pas qu'ils peuvent bénéficier d'une baisse d'imposition. Donc forcément, ils ne la déclarent pas et donc ils payent plus d'impôts que ce qu'ils devraient. Et ce montant, en plus, peut être majoré par des choix fiscaux pas optimaux, parce que quand vous remplissez votre déclaration, vous avez des choix à faire sur différents régimes, sur différents sujets de la déclaration, et aussi souvent des erreurs d'inattention. Ici ou là, on va parfois soit ajouter un zéro, soit faire exprès, soit se tromper de case, soit justement mettre un chiffre qui n'est pas forcément le bon. Au final, tous ces éléments cumulés peuvent faire une addition qui se chiffre à plusieurs milliers d'euros d'impôts payés en trop.
Et donc, le but de ce meeting, c'est comment éviter ce que j'appelle le gaspillage fiscal, payer de l'impôt qu'on ne devrait pas payer, et comment faire les meilleurs choix sur votre déclaration. Avant de me lancer sur ces sujets qui sont importants et qui sont lourds, je veux me présenter et reprendre un peu ce que disait Camille. Donc, je m'appelle Corentin Maumont, je suis conseiller en patrimoine. Je vous aide sur tous vos sujets liés de près ou de loin à votre épargne et à votre argent pour l'investir, le valoriser, défiscaliser, préparer des projets court terme, moyen terme, long terme, vous protéger aussi, tout ce qui est notamment lié aux assurances. Je gère mon cabinet à titre personnel, ce qui me fait que j'ai une grosse flexibilité et ouverture sur tout ce qui est possible d'envisager et de faire ensemble. N'hésitez pas à me contacter pour ces différents sujets. Et aussi pour votre déclaration, j'ai mis un petit QR code et un lien si vous voulez bloquer un créneau ensemble, si vous avez un cas un peu complexe sur votre déclaration, si vous voulez un second regard pour un contrôle, une vérification, n'hésitez pas à bloquer un créneau et on pourra en parler ensemble. Vous avez aussi mon numéro et mon mail si vous le souhaitez. Allez, c'est parti. J'espère que vous êtes prêts pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, dans du concret. On va partir sur un cas pratique durant toute cette présentation pour que vous vous mettiez un petit peu à la place de cette personne que je vais vous dresser durant ces prochaines minutes. Nous avons donc Fanny que je vous présente à l'écran. Fanny qui a 27 ans, qui est célibataire, qui a perçu 35 000 € de rémunération l'an passé. Et donc Fanny, elle a eu écho que la déclaration démarrait le 10 avril, donc elle se penche sur sa déclaration. Ce qu'elle va découvrir en se connectant sur son espace de déclaration, c'est que son salaire a été pré-rempli. C'est le cas dans tous les cas salariaux quasiment, c'est que c'est votre employeur qui transmet au fisc vos éléments fiscaux, donc le salaire est pré-rempli. Par rapport à ça, je vous invite tout de même à vérifier le montant qui est pré-rempli. Il n'est pas rare que parfois le montant qui a été transmis au fisc soit un montant soit pas sur la bonne période, mettons arrêté à fin novembre au lieu de fin décembre, soit un montant qui n'a pas été le bon, parfois qui a été majoré pour quelconque raison. Donc vérifiez bien le montant pré-rempli. Et pour ce faire, prenez votre fiche de paie de décembre 24 et prenez le net fiscal cumul annuel pour voir le montant qui est censé figurer. C'est la case 1AJ de votre déclaration, 1BJ si vous êtes marié ou pacsé. Deuxième chose, Fanny, elle va aussi avoir un prélèvement à la source durant toute l'année. Elle a perçu des fiches de paie et chaque mois, elle a payé un pourcentage de sa rémunération en prélèvement à la source, qui est un impôt payé en avance. Et donc, par rapport à ça aussi, le prélèvement à la source est pré-rempli. Même chose, le montant est à vérifier. Prenez votre fiche de paie de décembre 24. Vous avez aussi le cumul du prélèvement à la source payé sur toute l'année et vérifiez que le montant colle bien ce qui est indiqué sur votre déclaration. Là, ce sera la partie numéro 8 et c'est aussi indiqué partie numéro 1 sous votre salaire qui est pré-rempli. Donc Fanny, elle a une situation assez simple. Elle a un salaire, un prélèvement à la source. Elle se dit, c'est bon, ma déclaration est terminée. J'ai juste vérifié les montants. Je vais la signer et c'est bon, je suis tranquille. Sauf que non. Fanny, elle n'a pas que ces éléments à prendre en compte. Première chose, Fanny travaille loin de son domicile. Elle a une voiture et elle fait pour travailler 60 km par jour. Elle se demande, tiens, j'ai eu écho que je pouvais pourquoi pas travailler ma situation, comment faire? Automatiquement, quand vous êtes salarié, vous avez droit à un abattement de 10% qui est forfaitaire. On prend vos revenus imposables, on retire 10%, c'est un cadeau fiscal que l'État a mis en place pour tenir compte de vos différents frais professionnels. Donc pour Fanny, 10% de ces 35 000 €, ça fait un abattement de 3 500 €. Donc elle sera imposée que sur 31 500 dans cette situation. Néanmoins, Fanny, en creusant un peu le sujet, a vu qu'il existait l'option des frais réels. Les frais réels, c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir tenir compte de différents frais professionnels pour, pourquoi pas, diminuer la base imposable. Premièrement, justement, c'est ce qui concerne ici les trajets, les frais de déplacement travail. Donc, on peut comptabiliser sur chaque jour travaillé justement au travail, donc pas en télétravail, les frais de déplacement.
Donc là, mettons ici 60 km par jour fois X jours durant l'année. À savoir que les frais de déplacement pris en compte par le fisc sont plafonnés à 80 par jour. Donc si vous dépassez pour aller travailler 80 par jour, il faut forcément prendre en compte que 80 maximum. Donc ces frais de déplacement, comment on les estime? Il y a un barème kilométrique qui est mis en place par le fisc par rapport à vos chevaux fiscaux et par rapport à votre distance globale parcourue sur l'année. Vous avez un tableau qui est très bien fait par le fisc et je vous invite à le consulter sur la notice de votre déclaration pour calculer les frais de transport qui pourront vous aider à estimer justement ceux encourus pour l'année passée. À ces frais de transport, on peut ajouter aussi des frais de repas. Fanny, comme elle travaille loin de son domicile, forcément, elle doit s'alimenter soit sur le travail, soit à proximité le midi. Et par rapport à ça, le fisc autorise à ajouter des frais de repas qui sont pris sur une base forfaitaire de 6,35 € par repas pour 2024, ce qui signifie que tout repas qui dépasse ce montant de 6,35 €, les frais supplémentaires peuvent être déclarés. Exemple, Fanny a un repas qui coûte 10 €, elle pourra déclarer 10 moins 6,35 € en frais de repas, c'est-à-dire 3,65 €. À savoir, je le précise, que dans cette situation, les frais de repas doivent pouvoir être justifiés. Donc, il faut garder les tickets de caisse divers et variés durant l'année. Donc là, par rapport à ça, généralement, ceux qui font les frais réels ont une enveloppe qui est immense avec tous les justifs du 1er janvier au 31 décembre 2024. Corentin, il y a une question par rapport à ça. Est-ce que c'est valable si ton employeur propose des tickets restaurants ou te verse des tickets restaurants? Non. Là, comme c'est un avantage qui est justement fourni, c'est pas des frais qui sont réellement consentis par. Alors, en fait, normalement, on peut tenir compte réellement des coûts. On peut tenir compte des coûts réels consentis par le salarié. Et donc, en l'occurrence, sur les tickets restaurants, il y a une part qui revient à l'employeur, une part qui revient au salarié. Donc, par rapport à ça, il s'agit de réussir à quantifier la part qui revient au salarié. Est-ce qu'elle va dépasser ou pas ce montant de 6,35 € par repas? Donc ça complexifie un peu le calcul. Donc, généralement, dans cette situation, ça devient peu intéressant de faire les frais réels si déjà de base, il y a cet avantage des tickets restaurants. Et donc, en plus des frais de repas, on peut ajouter aussi des frais de télétravail. Ça, c'est une nouveauté depuis maintenant quelques années où donc vous pouvez travailler de votre domicile. Par rapport à ça, vous avez des frais divers et variés liés à ce travail à la maison qui peuvent être pour du matériel, pour des abonnements téléphoniques et ou Internet. Et donc, il est possible d'ajouter les frais de télétravail dans le calcul, soit un montant forfaitaire 2,70 € par jour, soit un montant réel si ce montant réel est supérieur au montant forfaitaire, donc plus avantageux, en sachant une nouvelle fois que si c'est le cas, il faudra pouvoir justifier de ce montant réel que vous déclarez. Et donc, la prise en compte des frais réels, on fait l'addition frais de déplacement, frais de repas, frais de télétravail, et on va juger si oui ou non le montant final est supérieur à l'abattement de 10%. Donc Fanny a fait ses calculs, elle se rend compte que oui, puisque son montant l'amène à 5 000 € vs les 3 500 € qu'elle avait pour l'abattement de 10%. Donc Fanny opte pour les frais réels. Pour simplifier, si vous vous posez la question frais réels, pas frais réels, ce qui fait la différence, c'est les frais de transport. Clairement, si vous avez peu de distance pour aller travailler, ça sera pas judicieux. Si à l'inverse, vous avez au moins 40, 50 km par jour, voire plus, le calcul vaut la peine. Et est-ce qu'il faut un minimum de jours de télétravail par semaine pour pouvoir déclarer des frais de télétravail ou pas? Non, pas de minimum. Alors forcément, par contre, il faudra calculer le nombre de jours de télétravail que vous avez fait sur l'année. Donc ça, c'est réussir à retrouver le nombre de jours complets de télétravail sur 2024. Et après, encore une fois, c'est un tout qui est à prendre en compte. Donc si vous avez, mettons, que 1 jour par semaine de télétravail, donc ça fait 2,70, mettons, fois 48 semaines. Et après, vous ajoutez à ça les frais de transport, les frais de repas. Et c'est ce tout qui va vous permettre de juger si c'est intéressant ou pas. Généralement, si vous avez beaucoup de télétravail, 2,70 par jour,
clairement, c'est pas ça qui vous fera passer au-dessus des 10% d'abattement. C'est encore une fois, je me répète, les frais de transport qui feront une différence. Donc, dans le cas de Fanny, on a 5 000 € de frais réels, VS 3 500 € s'il prenait l'abattement de 10%. Par rapport à ça, son revenu imposable passe de 31 500 s'il avait pris le 10% à 30 000. Et donc, Fanny économisera en conséquence 1 500 € de revenus qui auraient été imposés et donc une économie fiscale de 450 €, qui correspond à 30% de ces 1 500 qui ne sont pas déclarés. Donc, première source d'économie, comparer abattement de 10% avec les frais réels. Deuxième chose, Fanny, elle se rappelle, heureusement, qu'elle s'est taxée avec Marc en 2024. Donc, on a Fanny et donc Marc rentre dans l'équation fiscale puisque Marc donc, a une rémunération de 25 000 € pour 2024, ce qui fait un total avec Fanny de 60 000 €. Et la question se pose, autant Marc et Fanny se seraient mariés, il n'y aurait pas eu de question à se poser, déclaration commune obligatoire. La première année de PACS, Fanny et Marc ont le choix, soit se déclarer ensemble, soit se déclarer séparément. L'année prochaine, ils n'auront plus le choix, ils seront forcément ensemble, mais la première année du PACS, on a le choix de se déclarer soit ensemble, soit séparément. Et donc là, l'enjeu revient à quoi? À simuler, est-ce qu'il vaut mieux donc avoir une imposition individuelle ou une imposition commune? Dans les chiffres, déclaration individuelle, nous avons donc Fanny qui se déclare seule avec ses frais réels. Son imposition projetée est de 2 166 € d'impôt. Et donc pour Marc, on est à 869, ce qui ferait pour les deux, en additionnant, un impôt de 3035. Marc et Fanny veulent étudier, tiens, si on se déclare ensemble, qu'est-ce qui se passe? Donc ils passent de 1 part chacun à 2 parts fiscales. Et donc leur imposition projetée, on reprend leur rémunération sur le barème de 2 parts fiscales, on arrive à un impôt à 3 244 €. Ah bah tiens, on aurait pu croire qu'en se pacsant, Fanny et Marc paieraient moins d'impôts. Bah ici, pas du tout, puisque la situation déclaration individuelle leur fait économiser 209 € d'impôts. Pourquoi cette différence et pourquoi cette hausse d'imposition en se déclarant en commun? Généralement, alors première chose, c'est que les revenus de Fanny et Marc ne sont pas très éloignés l'un de l'autre, premier élément. Et deuxième élément, c'est que surtout Marc, en tant qu'imposition individuelle, avait droit à une décote assez importante qu'il perd en se déclarant avec Fanny. Et donc la perte de cette décote, notamment, cause cette hausse d'imposition. Donc pour simplifier, pour résumer, la déclaration commune n'est pas forcément le meilleur choix. Et donc ici, on espère que Fanny et Marc ne se sont pas pacsés juste pour les impôts, parce que là, en l'occurrence, ils ont le choix pour 2024, mais ils ne l'auront pas pour 2025. Ensuite, on continue avec Fanny qui continue à se remémorer des choses qu'elle a réalisées l'an passé et elle a en fait un appartement qu'elle a mis en location nue, et donc elle a perçu via cet appartement des revenus fonciers l'an passé. Bon, ici c'est une maison, on se comprend. Par rapport à ça, donc Fanny a perçu 7 200 € de loyer annuel en 2024. Tous les ans, elle dit se déclarer au régime micro-foncier. Donc, quand on détient un bien immobilier qu'on met en location, l'imposition, forcément, n'est jamais bien loin. Par rapport à ça, on a le choix entre deux régimes fiscaux d'imposition. Le premier régime, donc, c'est le régime micro-foncier. Qu'est-ce qui se passe? On prend les loyers perçus annuellement et on retire un abattement. Ici, c'est 30% pour la location nue. L'abattement elle-même pour la location meublée. Ce qui fait que les 7 200 € de loyer perçus par Fanny, on retire 30% dessus pour obtenir le bénéfice imposable. 7 200 € moins 30%, on arrive à 5 040 €. Ce bénéfice imposable, je vais y revenir après, il sera ajouté au revenu de Fanny et donc aussi sujet à une imposition.
L'idée forcément, c'est de tout faire pour réduire un maximum ce bénéfice imposable. Donc régime micro, on retire 30%. Le deuxième choix, c'est quoi? C'est le régime réel. Le régime réel, on va prendre les loyers perçus et on va déduire les charges déductibles qui ont été encourues en 2024. Ces charges, quelles sont-elles? On peut déduire les intérêts d'emprunt s'il y a un crédit lié à ce bien. On peut déduire l'assurance de ce crédit. On peut déduire tout ce qui est charge de copropriété, tout ce qui est charge de gestion, tout ce qui est assurance, propriétaire non occupant, garantie loyer impayé, vacances locatives. On peut déduire la taxe foncière. On peut déduire les travaux d'entretien, de maintenance et de réparation. Donc on peut déduire un certain nombre de choses. L'idée évidemment, c'est de voir si ces charges cumulées dépassent ou pas l'abattement de 30%. Si c'est le cas, il vaut mieux prendre le régime réel. Et ici, dans cette situation, on constate que Fanny a eu 4 000 € de charges déductibles l'an passé. Ce qui fait qu'au régime réel, son bénéfice imposable n'est pas de 5 040, mais de 3 200. Donc 1 840 € de différence. À savoir que ce bénéfice imposable, comment est-ce qu'il est imposé? Il est imposé à la tranche d'imposition la plus haute de Fanny. Pour rappel, l'impôt en France est progressif. Il y a différentes tranches, 0, 11, 30, 41, 45. Plus vos revenus montent, plus vous montez en tranche. Fanny, sur ses revenus de 30 000 €, une partie est imposée à 0, une partie est imposée à 11 et une partie est imposée à 30. Ce qui fait que ces bénéfices imposables s'ajoutent à ses revenus professionnels et seront aussi imposés à 30, premièrement. Et deuxièmement, on a en plus de ces 30%, 17,2% qui s'ajoutent, qui sont des prélèvements sociaux. Ça, c'est un impôt qui, au départ, qui a été créé il y a une quarantaine d'années, qui au départ était à moins de 5%, qui chaque année a progressé pour maintenant être aujourd'hui à 17,2%, censé financer tout ce qui est notamment sécurité sociale. Ce qui fait que donc le bénéfice imposable de Fanny, des 3 200 €, ils sont imposés à 47,2%. Donc autant dire que les 1 840 € d'écart, ils ont une importance, puisqu'ils permettent d'économiser à Fanny en termes d'imposition 47,2% fois 1840, 869 € d'impôt. Donc ce choix-là, il est hyper important, à savoir, et là ça c'est un élément qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que le régime réel, on s'y engage pour au moins 3 ans. C'est-à-dire que si Fanny passe au régime réel pour sa déclaration 2024, elle devra forcément y rester en 25 et en 26. Donc par rapport à ça, la simulation que je vous ai dressée à l'écran, il faut réussir à la projeter sur au moins 3 ans pour juger de la pertinence ou non de se déclarer au régime réel. Donc une nouvelle économie pour Fanny. On continue à avancer. Fanny, elle reçoit un document de son assurance. Tiens, elle avait encore oublié quelque chose. Elle a versé de l'argent sur un plan retraite en 2024. Elle a versé, en plus pas un montant qui est anodin, elle a versé quand même 3 000 € sur un plan retraite. Alors les plans épargne retraite, depuis 2019, donnent droit à un avantage fiscal. Comment ça marche? C'est que le montant versé sur un PER, il vient en déduction du revenu imposable. Donc tout euro versé va venir réduire la base imposable du contribuable. Sur la déclaration, ils sont à déclarer en charge déductible. Donc c'est la partie numéro 6 de la déclaration que vous pouvez cocher dans le choix des rubriques au départ de la déclaration, donc charge déductible. Je vous mets même la case qu'il faut remplir, c'est soit la case 6NS, soit la case 6NT, si vous êtes marié ou pacsé. Et donc, dans cette case 6NS ou 6NT, on va indiquer le montant qu'on a versé sur un PER. Donc là, les 3 000 €. Comme les versements sur le PER sont une déduction, comment ça marche d'un point de vue fiscal? Je vous l'ai précisé auparavant, Fanny, sa plus haute tranche d'imposition, c'est 30%. Donc par rapport à ça, tout euro versé sur le PER lui fait récupérer 30% en baisse d'impôt. Donc
c'est ce que j'indique ici. Le gain, c'est la tranche marginale d'imposition, la tranche la plus haute de Fanny, fois son montant versé, ce qui équivaut donc à 3 000 € fois 30%, donc 900 € de baisse d'impôt. Donc, en déclarant correctement son PER, Fanny récupère 900 € en baisse d'imposition. Alors, le PER, c'est un élément qui paraît basique à déclarer et pourtant, chaque année, des centaines de contribuables oublient de déclarer leur investissement. C'est quand même ballot, sachant que généralement, on met en place le PER pour payer moins d'impôts. C'est ballot qu'on n'ait pas droit à cette baisse d'impôts. Donc, bien le PER, c'est important. Corentin, sur le PER, ils disent qu'on sera taxé à la libération du PER à la retraite. Est-ce que c'est vrai ou pas, du coup? Alors oui, le PER, en fait, vous avez deux éléments fiscaux. Le premier élément, c'est à l'entrée. Vous avez le choix ou non de faire cette déduction. Quand vous ouvrez le PER, vous allez cocher une case versement déductible ou versement non déductible. Ici, Fanny a coché versement déductible, ce qui fait que donc la mécanique se produit comme celle-ci. Le gain fiscal, c'est la tranche d'imposition la plus haute fois les versements. Ça, c'est à l'entrée. Et en effet, après à la retraite, quand vous débloquez le PER, vous pouvez le débloquer soit en rente, soit en capital. Les montants débloqués seront, eux, imposés. Donc, on a un gain à l'entrée, on a un coût à la sortie. La question étant généralement, est-ce que le coût à la sortie sera plus faible que mon gain à l'entrée? Dans ce cas-là, c'est intéressant. Si c'est pas le cas, si j'estime qu'à ma retraite, j'aurai aussi une tranche d'imposition similaire à ma tranche au moment des versements, c'est se dire que le gain fiscal que j'aurais pu constituer durant toute ma vie active, je le réinvestis, j'en fais des petits, et dans ce cas-là, le PER est intéressant. Si à l'inverse, j'estime que ma tranche d'imposition actuelle est faible et qu'à la retraite, j'aurai une tranche plus haute, le PER, d'un point de vue fiscal, n'a pas d'intérêt. On sort un peu de la déclaration, mais en effet, le PER, c'est un outil fiscal qui est intéressant si vous avez une grosse tranche d'imposition ou si vous êtes prêt à réinvestir les gains fiscaux générés. Mais donc, mettons ici les 900 € que Fanny récupère. Si elle peut les réinvestir sur le PER ou un autre support, ça serait hyper intéressant. Ensuite, donc Fanny, on a vu ses revenus fonciers, on a vu son PER, son PAX, ses frais réels. Décidément, elle continue à creuser et à faire ses enquêtes et elle se rend compte qu'elle a aussi également droit à d'autres niches fiscales. En l'occurrence, Fanny a réalisé 500 € de dons à des associations. Et Fanny a aussi employé un personnel de ménage pour 1 000 € sur l'année. Par rapport à ça, donc elle se rend compte qu'elle pourra déclarer à la fois ses dons et cet emploi à domicile pour récupérer aussi une baisse d'imposition. Les deux, c'est direction la partie réduction et crédit d'impôt. Même chose, une partie qu'on peut cocher au démarrage de la déclaration fiscale. Et donc, c'est cette partie-ci qui servira à déclarer les dons et l'emploi à domicile. Pour les dons, vous avez généralement deux cases qui sont les plus utilisées, la 7UD et la 7UF. Le choix entre l'une ou l'autre dépend du type d'association. La 7UD, c'est tout ce qui est association d'aide à la personne, type Resto du Cœur. Le gain fiscal est de 75% du montant donné. La 7UF, c'est toutes les autres assos qui ne sont pas d'aide à la personne. Et donc, par rapport à ça, le taux passe de 75% à 66%. Si vous avez un doute entre la case 7UD et la case 7UF, astuce très simple, Google, vous mettez don association et le nom de votre association et vous verrez si le taux qui vous est indiqué c'est 75% ou 66%. 75% c'est donc 7UD, 66% ça fera 7UF. Et donc là en 7UD, 7UF, vous indiquez uniquement le montant donné et le fisc calcule automatiquement la baisse d'imposition que vous obtenez. Ensuite, emploi à domicile sera la case 7DB. Alors, emploi à domicile, ça peut être très divers et varié, ménage, jardinage, petit bricolage, assistance informatique, ça peut être aussi tout ce qui est lié à la garde d'animaux. Encore une fois, alors même chose pour toutes les déclarations que vous faites, chaque case remplie doit pouvoir se justifier. Donc, si vous mettez un montant emploi à domicile, il faut que vous ayez une facture qui pourra prouver
le montant que vous indiquez. Donc, vous indiquez le montant que vous avez payé en case 7DB. Après, vous devez préciser les détails par rapport à la personne que vous avez employée, à la fois son nom. Généralement, il faut indiquer aussi son numéro de SIRET, le montant pour cette personne que vous avez versé, et automatiquement, le fisc vous reversera en crédit d'impôt la moitié du montant déclaré. Donc ici, Fanny a payé 1 000 € d'emploi pour le ménage, elle récupérera 500 € en crédit d'impôt. Si jamais vous avez perçu des aides pour ces emplois à domicile, il faudra aussi les indiquer, puisqu'en l'occurrence, c'est uniquement le coût net que vous avez payé qui sera pris en compte pour le gain fiscal. Et donc ici, 500 € de dons à des assos, 1 000 € d'emploi ménage, Fanny récupérera en baisse d'imposition 875 €. Encore 2 éléments par rapport à Fanny. Le premier, Fanny se rend compte aussi qu'elle a fait un rachat sur son assurance vie. Donc Fanny a investi en assurance vie il y a quelques années. Elle a eu besoin de faire un retrait pour financer un projet et elle se demande, tiens, est-ce que ce retrait sera imposé ou non? En l'occurrence, Fanny avait un contrat d'assurance vie, elle a retiré dessus 10 000 €. Sur l'assurance vie, le montant que vous avez investi n'est jamais imposé. Donc vous investissez 1 000, 10 000, 100 000, peu importe, ce montant investi ne sera jamais imposé. Seuls les rendements générés le sont. Et donc, l'idée, c'est de savoir, sur ces 10 000 € retirés, quelle part correspond au montant investi par Fanny, quelle part correspond aux intérêts générés. Et donc ici, 7 000 € correspondent au montant investi, 3 000 € aux intérêts générés. Donc ce sont ces 3 000 € qui sont sujets à imposition. Généralement, pour des rachats totaux, c'est facile à trouver. On sait facilement identifier donc la part des intérêts, la part des montants versés. Pour des rachats partiels, si on retire qu'une partie de son assurance vie, là, il faut faire un ratio au prorata pour savoir quelle part correspond à quoi. Donc, les 3 000 € d'intérêts que Fanny a récupérés, et donc ils sont imposés. Ils ont même été imposés à la source. Et par défaut, c'est la flat tax qui s'applique, c'est-à-dire 30% sur le rendement généré, soit ici 900 €. Donc ça, c'est le montant qui a été prélevé dès le départ, même au moment où Fanny a reçu ses fonds. Donc elle a réellement reçu en fait 9 100 €. Mais Fanny se demande, tiens, est-ce que sur ma déclaration, je pourrais pas récupérer des sous? Est-ce qu'il n'y a pas une deuxième solution pour imposer ce montant, est-ce qu'il n'y a pas un choix à faire? Et elle a écho qu'il existe une alternative qui est l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Ce barème, c'est quoi? C'est les tranches que je vous ai précisées auparavant, 0, 11, 30, 41, 45. Donc, en l'occurrence, ça serait mettre ces 3 000 € sujets à imposition, les rajouter aux autres revenus de Fanny, donc à ses revenus professionnels, ses revenus fonciers, etc. La contrainte, c'est que Fanny, son taux d'imposition le plus haut, c'est 30%. Et en plus, si elle fait le barème progressif, elle va devoir payer en complément de ces 30% 17,2 de prélèvements sociaux. Ce qui fait que son imposition passerait à 47,2% au total, soit 1 416 € sur ces 3 000 €. Donc Fanny voit que ce choix du barème n'est pas intéressant. Donc elle laisse le choix de la flat tax qui lui permet de garder 516 € d'impôt dans sa poche. Généralement, le choix du barème progressif, c'est intéressant si et seulement si votre tranche d'imposition la plus haute, c'est 11%. Là, vous aurez vraiment un gain qui sera léger par rapport à la flat tax, parce qu'on aura 11 plus 17,2, ce qui fait 28,2 vs 30%. Voir si votre tranche d'imposition, c'est 0%, où là, vous paierez uniquement les prélèvements sociaux sur le gain généré, vs 30%. Est-ce que les impôts ont connaissance des rachats qui sont faits sur les assurances vie? Oui, alors normalement, si la compagnie d'assurance où était l'assurance vie fait bien son travail, elle transmet automatiquement au fisc les éléments de rachat. Les banques aussi. Et donc normalement, sur votre déclaration de revenus, partie numéro 2, vous aurez des éléments qui sont pré-remplis avec la flat tax qui sera automatiquement déjà pré-renseignée. Et donc, si vous souhaitez basculer de la flat tax au barème parce que votre TMI est de 11
ou 0%, il faudra cocher la case 2OP. Donc, c'est la case 2OP qui vous fait basculer de la flat tax au barème. Mais oui, le fisc est automatiquement mis au courant. En tout cas, 95%, je pense, des compagnies d'assurance communiquent au fisc les rachats qui sont effectués. Enfin, dernier sujet pour Fanny, elle détient un compte N26. N26, c'est une banque qui est située en Allemagne. Et Fanny se dit, ok, moi j'ai un compte chez eux, mais en soi, ça ne m'impose aucune obligation. C'est un compte courant en plus, donc j'ai pas de rendement qui se génère par rapport à ce compte. J'ai rien à faire. Sauf que si. Pourquoi? Parce que le fisc impose de déclarer tous les comptes détenus à l'étranger. Donc là, je vous ai précisé ici N26, ça peut être DEGIRO si vous avez un compte titre chez DEGIRO, ça peut être Binance si vous avez de la crypto chez eux, ça peut être Revolut, donc vraiment tous les comptes dont le siège social n'est pas en France sont à déclarer. Pour ce faire, vous avez une annexe qui est à cocher, c'est la 3916. 3916, déclaration des comptes étrangers. C'est chaque compte qui doit être déclaré, chaque compte ouvert, même s'il y a 0 dessus, même s'il n'y a pas eu de mouvement durant l'année, il faut déclarer chaque compte ouvert à l'étranger. Et même s'il a été fermé en cours d'année, il faudra aussi le déclarer. Est-ce que déclarer ces comptes a un impact fiscal? Non. Ça a 0 impact, ça ne va pas impacter l'imposition. C'est juste du déclaratif. S'il y a une obligation mise en place, je pense par souci de transparence, aujourd'hui où les flux financiers veulent être régulés et aussi surveillés. Et donc par rapport à ça, la France et je pense la majorité des pays européens imposent cette déclaration. Donc chaque compte détenu à l'étranger doit être déclaré, mais ne va générer aucune imposition supplémentaire pour le contribuable. Donc Fanny va devoir déclarer son compte N26, ça aura 0 impact sur son imposition. Pourquoi il vaut mieux le faire? Parce que, alors, c'est une obligation qui date maintenant de quelques années. Jusqu'à présent, le fisc était très indulgent par rapport à des oublis potentiels. Clairement, aujourd'hui, dans une situation où la France recherche de l'argent partout où c'est possible, je vous invite à faire attention à ça et donc à déclarer chaque compte détenu à l'étranger pour éviter une amende qui peut être de 1 500 € par compte non déclaré et monter à 10 000 € si le siège du compte en question est dans un pays qui n'a pas de lien de transparence avec la France. Donc ça peut être très vite, très haut, sachant en plus que le fisc peut remonter en arrière si besoin. Donc 1 500 € par compte non déclaré par an, ça peut faire très mal. Donc autant le faire, pas d'impact fiscal et en plus on s'évite une amende qui peut être très pénalisante. Est-ce que ça inclut les comptes comme PayPal, Lydia ou même des comptes type Fortuneo, Boursobank, tout ça? Non. Alors PayPal, je pense pas que PayPal ce soit un compte bancaire. Je pense que c'est une plateforme d'échange de paiement comme Lydia. Si je ne me trompe pas, Fortuneo, Boursobank sont des banques françaises. Leur siège est en France. Donc pas besoin. Néanmoins, si vous avez des comptes autres, encore une fois, je les ai cités, Revolut, DEGIRO, Wise, par exemple, vérifiez que leurs sièges sociaux soient en France ou non. Si pareil, vous mettez siège social, le nom du compte sur Google, vous trouvez très vite l'information. Et si vous voyez que le compte n'est pas en France, déclarez-le. Si vous avez un doute, déclarez-le. Au pire, encore une fois, ça n'a pas d'impact et ça vous évite de vous exposer à une amende. Donc Fanny, on est allé au bout de sa déclaration. Alors Fanny, encore une fois, sa situation la concerne, mais il existe encore d'autres choses qui peuvent parfois être oubliées et qui peuvent aussi coûter de l'argent à pas mal de foyers fiscaux. Premièrement, par rapport aux enfants. Si vous avez un ou des enfants qui ont eu un job étudiant ou ont été en alternance, ou si vous êtes ou avez été en alternance l'an passé, sachez que vos revenus sont exonérés à 100% ou en partie. Pour un job étudiant, l'exonération pour l'an passé, c'est 5 318 €. Donc, si vous avez perçu pour un job étudiant moins de 5 318 € l'an passé, ces montants ne seront pas imposés. Pour ce faire, il faudra juste bien cocher exonération
de job étudiant par rapport à ses revenus. L'alternance, l'exonération, c'est 21 273 euros. Même chose, ces revenus seront indiqués sur votre déclaration. Il faudra bien cocher exonération alternance. Donc ça, c'est un premier sujet qui coûte pas mal d'imposition à beaucoup de foyers fiscaux. Deuxième chose, par rapport à un enfant majeur. Donc vous êtes parent d'enfants majeurs. Auparavant, l'enfant mineur était déclaré en garde alternée. Donc sa part était divisée entre ses deux parents. L'enfant majeur ne peut pas être mis en garde alternée. Il doit forcément être déclaré à 100% chez son papa, chez sa maman, en tout cas chez l'un de ses deux parents. Et donc là, il faut clairement qu'un accord soit trouvé entre ces deux parents pour savoir qui déclare cet enfant, ou sinon l'enfant se déclare seul de son côté. Mais en tout cas, il ne peut pas être divisé en deux dès qu'il devient majeur. Ensuite, je vous ai évoqué l'allocation nue. L'allocation meublée, c'est aussi un sujet où pas mal d'optimisations sont possibles. Donc location meublée, on va louer un bien avec des fournitures diverses et variées pour ses locataires. On peut, pourquoi pas, envisager l'amortissement au niveau de la location meublée qui permet de diminuer le bénéfice imposable. Pour ce faire, si vous avez de la location meublée, ce qui peut être intéressant, c'est de faire une simulation via un cabinet comptable pour savoir ce qui peut être optimisé en termes d'imposition, et c'est pas trop tard pour l'an passé. Donc ça reste un sujet qui peut être encore une fois approfondi durant les prochains jours. Ensuite, tout ce qui est pension alimentaire. Si vous versez une pension alimentaire à un ex-conjoint, une ex-conjointe, si vous versez une pension alimentaire pour des enfants, à savoir que cette pension, vous pouvez la déclarer en déduction si vous la versez, mais celui qui la perçoit de la déclarer comme revenu. Donc ça, c'est aussi un élément qui est important. Le fisc fait très facilement le lien entre les deux. Donc si l'un déclare en déduction, l'autre ne déclare pas le revenu, là, clairement, ça sera un contrôle fiscal qui va être automatique, enfin en tout cas une correction qui sera demandée à celui qui ne l'a pas déclaré. À savoir, je le précise juste, toute pension alimentaire peut être déclarée si et seulement si son bénéficiaire est hors du foyer fiscal. Donc si vous avez un enfant dans votre foyer fiscal, vous ne pouvez pas déclarer de pension alimentaire pour lui. C'est impossible. Il faut nécessairement qu'il soit hors du foyer fiscal. Et enfin, quelques niches fiscales qui sont souvent oubliées aussi. Vous avez un ou des enfants au collège, lycée, études supérieures, vous pouvez bénéficier d'une baisse d'imposition liée à leur scolarité. Donc ça, c'est à déclarer partie numéro 7, réduction et crédit d'impôt. Vous avez de la garde d'enfants de moins de 6 ans chez une nounou, dans une crèche, même chose. Les frais de garde sont à déclarer et vous récupérez la moitié en crédit d'imposition. Et enfin aussi, par rapport à tout ce qui est véhicule électrique, vous avez un crédit d'impôt qui peut être lié aux frais de mise en place d'une borne de recharge. Donc ça, c'est un crédit qui est peu connu, qui est pas très élevé, c'est 300 € de mémoire maximum, mais néanmoins, on ne crache pas dessus. Et donc la même chose, si vous avez en 2024 mis en place chez vous une borne de recharge pour votre véhicule électrique, c'est aussi un crédit que vous pouvez obtenir. Voilà, je vous ai dressé via le cas de Fanny et via ces éléments complémentaires les principaux pièges et principaux choix qu'il y a à faire sur votre déclaration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser maintenant ou après on pourra en parler éventuellement à titre perso. Vous avez mon contact indiqué ici. Mais en tout cas, là, vous avez les grandes lignes de ce qu'il faut éviter et de ce qu'il faut réfléchir pour une déclaration réussie.